Bonjour et bienvenue sur Carou Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture parce que j'ai lu pas mal de livres et bon, comme je m'étais un peu consacrée au mois de la fantaisie ces derniers temps, voilà, j'ai pas fait beaucoup d'updates, donc ça s'est un petit peu accumulé. Donc ce sera un peu dans des genres, vous verrez, des genres de littérature assez différents. J'ai un petit rayon de soleil qui revient, je suis contente. Mais bon, c'est un peu bizarre, ça va, ça vient, c'est bon. Sinon, au niveau lecture, alors, je viens de terminer le Nageur d'Auschwitz de Renaud Leblond. Alors, c'est aux éditions L'Archipel. Voilà. Donc, alors je sais bien qu'en ce moment, on entend beaucoup c'est ceci à Auschwitz, ceci à. J'en avais lu, c'est vrai que c'est un petit peu agaçant des fois de voir des livres sortir sur le même sujet. Bon, en même temps, c'est des choses importantes, ce devoir de mémoire. Et puis, j'en avais encore lu aucun. Et franchement, celui-ci, enfin, ça se lit très, très vite, très bien, malgré la dureté du sujet. Évidemment, c'est assez poignant parce que voilà, il y a des scènes, voilà, il y a une scène en particulier qui est très très dure et c'est inspiré d'une histoire, enfin, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc voilà, on sait que tout ce qui est raconté, vous allez dire une bibliographie à la fin. En fait, l'auteur raconte l'histoire d'Alfred Nakache, qui était. Alors, il est né en Algérie, donc il était juif. Il est né en Algérie, l'Algérie était encore française à cette époque-là. Il a quitté l'Algérie pour, voilà, pour s'entraîner en France. Moi, je suis très peu le sport et du coup, je ne connaissais pas du tout en plus son histoire. Mais il a gagné beaucoup de médailles, comment, mondiales, européennes. Enfin voilà, c'était un nageur hors pair. En plus, il a aussi tracé le chemin. Enfin, on était au tout début de la nage du papillon. Et c'en était un des champions en fait du papillon, qui est quand même une nage. Moi, j'ai jamais réussi à la faire, hein. C'est très, très, très difficile. Ils expliquent à un moment, sans rentrer dans trop de technique, mais ils expliquent un petit peu. J'aime bien parce que selon ce que je bouge, je suis plus ou moins orange, mais c'est pas grave. Ils expliquent un peu la technique. Il faut pousser sur les jambes, mettre les bras. Je me dis, mais c'est voilà, c'est une nage qui est très dure. Donc il est. D'ailleurs, c'est son titre de champion qui lui vaudra aussi, je pense, de survivre aussi bien mentalement que du point de vue du traitement qu'il va recevoir en étant emmené à Auschwitz. Je ne vais peut-être pas trop vous en dire, je vous en reparlerai dans un update lecture, mais bon, c'est vrai que le fait que ce soit une histoire vraie, en plus, c'est assez marquant, quoi. C'est vrai que voilà, pour le coup, j'ai bien retenu le nom et le prénom voilà, du héros du livre, parce que voilà, c'est toujours très prenant et voilà, ça rappelle quand même, il faut pas oublier tout ça. Alors, après, je suis partie dans un style complètement différent, quelque chose de beaucoup plus léger. Cabinet médical, bonjour. Alors, c'est de l'auto-édité, c'est le nom, comment le. J'ai du mal à trouver mes mots ce soir. Comment le pseudo de l'autrice, voilà, j'y ai arrivé, c'est lectrice indépendante. Donc en fait, elle raconte une série d'anecdotes quand elle était secrétaire médicale. Donc elle travaillait, je ne sais pas si vous connaissez ce système. Moi j'ai de la famille qui travaille dans le médical, donc je connais un peu. En fait, c'est des plateformes de secrétariat. Les médecins n'ont pas forcément une secrétaire dans leur cabinet, mais c'est une plateforme qui n'est pas forcément situé près du cabinet d'ailleurs des médecins, et ils gèrent les coups de fil. Alors des fois ils gèrent que quelques médecins, mais des fois c'est à plus grande échelle, ils gèrent des médecins généralistes, des spécialistes, des sophrologues, elle fait aussi des sophrologues, voilà. Donc elle travaille dans une grande plateforme comme ça, donc elle raconte quelques anecdotes. Alors il y en a qui sont rigolotes, il y en a vous dites, c'est moins rigolo, aussi bien du côté des patients que du côté des médecins. Voilà. Mais c'est pareil, je ne vais pas trop vous en dévoiler. Donc sinon au niveau lecture, il faut que je retrouve. Voilà. Non, c'est pas le bon. Voilà. Hop. Parce que là, je crois que le dernier update lecture, ça monte un moment parce que là, c'est une lecture qui date du mois d'avril. Alors, c'est une maison à Bogota de Santiago, je prononce bien, oui, Santiago Gamboa.
Alors, Santiago Gamboa, c'est un auteur. Bon, Bogota, c'est en Colombie. Bon, moi, personnellement, je connais très peu l'histoire de la Colombie. Voilà, bon, là, il a été pas mal connu à cause des FARC il y a quelques années par les otages qui ont été retenus par les FARC notamment. Et voilà, et l'auteur, Santiago Gamboa, alors là, je crois qu'il peut, mais il a été longtemps exilé de la Colombie. Bon, il n'y est pas resté parce que je pense qu'il était, c'était dangereux pour lui. Il y a eu plusieurs régimes plus ou moins, voilà, qui étaient plus ou moins stables ou voilà. Et puis si vous opposiez au régime en place, enfin au gouvernement en place, ça pouvait vite devenir dangereux. Donc je pense que là, il peut y retourner, mais il a été longtemps exilé et notamment en France. Donc c'est intéressant de voir. Et en fait, dans l'histoire, on a voilà, on a ce héros qui on a son histoire à lui, l'histoire de sa tante. Ils sont tous les deux colombiens. Et voilà, on a un peu l'histoire de la Colombie, mais aussi une partie de l'histoire de l'Europe, parce qu'ils ont beaucoup voyagé. Donc c'était intéressant. En fait, l'histoire commence, le personnage principal est philologue. Si je ne dis pas de bêtises, je regarde mes notes, oui, c'est ça, philologue. Donc c'est ceux qui étudient la langue, si je me souviens bien. Donc il est auteur de philologie. C'est ça, philologie, oui, tu viens. Donc il vient de recevoir un prix et gagner beaucoup d'argent, donc il décide de s'installer dans une maison à Bogota, donc en Colombie, avec le dernier membre de la famille qui lui reste, qui est sa tante. Et en fait, au fur et à mesure de l'installation dans cette maison, il va se souvenir voilà, de son enfance. Il va aussi parler beaucoup de sa tante, de ce qu'elle lui a confié, de ce qu'elle lui a raconté, parce que sa tante a été notamment diplomate. Elle a traversé de nombreux pays européens. Elle était contre le franquisme, elle a connu ça en voyageant. Elle était pour les FARC. Elle a beaucoup critiqué le gouvernement de droite qui était en place quand elle était plus jeune en Colombie. Donc voilà, il y a tout. Elle a quand même un vécu assez important. On voit aussi ses histoires d'amour à lui et surtout à elle, qui sont parfois un peu tragiques d'ailleurs, ces histoires d'amour. Et enfin, lui, il en apprend encore en même temps sur sa tante. En fait, il a été recueilli très jeune par sa tante car ses parents ont péri dans leur maison qui était en flammes. Voilà. Donc il a été recueilli, donc il a beaucoup voyagé avec elle aussi. Donc voilà, on traverse une partie de l'histoire de l'Europe. Ils ont aussi toujours avec eux le même chauffeur et la même cuisinière un peu gouvernante qui s'occupe voilà, de la tante. Et on apprend leur histoire aussi, puisque eux sont nés. Alors, si le héros et sa tante sont nés dans un milieu pas très aisé, mais bon, où ça allait quand même, leur chauffeur et leur cuisinière sont nés dans des milieux très pauvres. Et la cuisinière, notamment, son frère a été assassiné par les FARC, parce qu'il était pour les FARC, mais on l'a pris pour une balance, donc il a été assassiné par les FARC. Le chauffeur raconte que pour échapper à la pauvreté, il avait une femme et une petite fille. Il a travaillé dans des mines où il y avait des pierres précieuses. Donc évidemment, la tentation est grande d'en prendre pour soi, d'en cacher et voilà, et de sortir de la pauvreté. Mais bon, il y en a qui, voilà, il a connu des gens qui l'ont fait, qui ont été tués parce qu'ils ont été découverts. Mais lui, il l'a quand même fait parce qu'il était tombé sur une superbe pierre. Donc il a fait, il ne s'est pas fait prendre, il a réussi, il est parti avec sa femme et sa fille, et puis voilà, il est un peu sorti du coup de cette pauvreté. Et voilà, donc là on voit aussi comment, pendant le roman, on le voit, il emmène le narrateur dans les bas-fonds de Bogota, donc c'est quand même encore très pauvre, hein. C'est la Colombie, c'est dur encore. Moi, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps. L'avortement est interdit, par exemple. Et on voyait le témoignage de plusieurs jeunes femmes qui avaient été violées, qui sont tombées enceintes, qui se sont fait avorter. Elles ont été dénoncées. Et voilà, elles se retrouvent en prison pendant que leur violeur, lui, se balade tranquillement, bien sûr. Et elles se retrouvent en prison. Voilà. Donc c'est encore c'est un pays assez pauvre.
est encore assez fragile au niveau politique, et voilà, où les droits sont loin d'être... c'est même pas qu'ils sont loin d'être respectés, c'est qu'il n'y a jamais eu, en fait. Voilà, voilà, on peut pas dire... c'est pas qu'ils respectent pas le droit des femmes, c'est que les femmes, quelque part, n'ont jamais eu beaucoup de droits. Donc c'est... Voilà, puis vous avez des endroits, vous avez encore des bidonvilles, voilà, vous avez encore des narcotrafiquants. Bon, voilà, c'est une situation assez compliquée. Et c'est vrai que c'est bien... Alors on est dans ce qu'on appelle de la littérature blanche, hein. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fantastique, il y a pas... C'est vrai que moi j'en lis très peu maintenant de la littérature blanche, mais voilà, c'est bien d'avoir un peu l'histoire une partie de l'Europe de l'après-guerre, de la guerre froide, et puis surtout que cette tente, elle est plutôt pour la tente du narrateur, elle est plus pour les communistes, et je me dis, maintenant, elle n'en parle plus, parce que voilà, maintenant, on sait les millions de morts qu'ont fait aussi les communistes, notamment en ex-URSS, et les pays qu'ils avaient envahis, qui étaient sous leur coupe. Bon, voilà, c'est compliqué. Je me dis, qu'est-ce qu'elle en pense maintenant, voilà, cette situation. Donc c'était vraiment un roman intéressant. Voilà, ça fait découvrir une autre histoire. On retrouve notre histoire, donc ça rappelle des choses. Et en même temps, on découvre un petit peu aussi l'histoire de la Colombie. Moi, j'aime bien découvrir comme ça d'autres pays, d'autres lieux, d'autres époques. Et voilà, et surtout des choses que je connais pas. Donc c'était voilà, c'était une incursion brève voilà, dans la littérature blanche. Mais franchement, j'ai bien aimé. Et on sent quand même, malgré toutes les difficultés que les deux personnages ont eues, on sent quand même qu'ils ont encore l'amour de leur pays et l'envie quand même voilà, de retourner. Ils y sont retournés. Le narrateur a acheté une maison en face du quartier où il est né. Enfin voilà, on sent quand même qu'il y a un attachement au pays malgré toutes les difficultés qu'ils ont pu connaître en Colombie. Alors après, par contre, je suis retournée à mes premières amours. Je suis pas mal dans le polar nordique en ce moment. Alors là, j'en ai lu... J'avais lu Ragnar Jonasson au début d'année que j'avais jamais lu. Là, je me suis... J'essaie de vous mettre l'image correctement. Là, j'ai lu Froid comme l'enfer. Donc, c'est de Lilia Sigurdardóttir. Je prends la tablette pour lire le nom, sinon c'est impossible. Donc, c'est aux éditions Métayer. C'est c'est aussi un polar islandais. Enfin, moi, j'aime bien les polars nordiques de Norvège, Suède, tout ça, du Danemark. L'Islande, je connaissais que... Arnaldur Indridason qui a écrit les enquêtes du commissaire Erlandur. C'est une série d'ailleurs que j'ai pas lu tous les volumes, il faudra que je la reprenne aussi. Et là j'ai découvert Ragnar Jonasson il y a pas longtemps avec 10 âmes pas plus, que j'ai beaucoup aimé. Et là voilà, ça c'est une nouvelle autrice, froid comme l'enfer. Donc là on va suivre... Enfin, moi j'aime bien ces ambiances. Ces ambiances un peu. Je pense qu'il y a des gens qui trouvent que c'est peut-être un petit peu trop lent. Moi j'aime beaucoup cette ambiance. Oui, c'est des pays froids. Il y a une espèce pas de lenteur, mais d'une atmosphère un peu pesante, assez particulière. Là en plus, on tombe. Bon, faut savoir que dans les pays nordiques, ils connaissent des hivers. Comment ils appellent ça, des hivers éternels, je crois. Voilà, où le soleil ne se lève pas du tout. Et ensuite, ils ont des périodes où ce qu'on appelle le soleil de minuit. Alors, je crois que ça doit correspondre à notre été au mois de juillet, août, si je ne dis pas de bêtises, où le soleil ne se couche pas. Voilà, ou alors il se couche très, très peu de temps. Donc, au niveau du sommeil, c'est très compliqué aussi. Et là, on est dans cette atmosphère-là où malgré que ce soit l'été, il fait froid. Donc c'est bien en été. Et il y a le soleil de minuit qui perturbe en plus voilà, le sommeil du personnage. Enfin, voilà, ça fait une atmosphère. Il y avait un film qui avait été fait comme ça. C'était avec Al Pacino, je crois, et puis Robin Williams. C'était Insomnia, où il se retrouve, je ne sais plus dans quel pays nordique. Effectivement, il y avait ce problème du soleil de minuit où ça décalait complètement Enfin, le personnage n'arrivait pas à s'endormir quoi, à cause du soleil. C'est vrai que ça doit être très particulier quand même à vivre. Donc là, on va suivre Aurora. Donc en fait, elle et sa sœur Isafol, dont leur mère est anglaise et leur père islandais.
Donc Aurora a décidé, leur père est décédé, Aurora a décidé de vivre en Angleterre. Apparemment, elle déteste complètement l'Islande. Mais enfin, on sent quand même qu'elle ne peut pas renier complètement ses origines, parce que bon, elle est quand même pour moitié islandaise. Elle était très proche de son père. Et puis sa sœur vit en Islande, donc elle est toujours rattachée par ce lien. Alors ce lien très compliqué avec sa sœur, puisque sa sœur vit avec... voilà, il y a souvent des sujets difficiles à aborder aussi dans ces romans policiers nordiques, dans ces romans noirs. Sa sœur est une femme battue, et à chaque fois qu'elle essaie de... Voilà, elle a essayé, on voit quelques flashbacks, voilà, on entend la voix en off d'Aurora, et en fait, l'histoire commence. Donc la mère des deux jeunes filles appelle Aurora pour lui dire: j'ai plus de nouvelles de ta sœur. Il faut que tu ailles en Islande, il faut que tu ailles la rechercher. Donc elle est très réticente parce qu'elle est allée plusieurs fois au secours de sa sœur en Islande quand son compagnon la battait. Et à chaque fois, sa sœur retournait vers lui. Et la dernière fois, voilà, elles se sont disputées. Donc elles ont coupé les ponts, mais là, bon, elle décide quand même d'aller en Islande. Alors, en même temps, elle est enquêtrice, enfin, détective privée, mais spécialisée dans les arnaques financières. Donc, en même temps, elle va affairer aussi un gros poisson qui arnaque allègrement au niveau financier l'Islande et d'autres voilà, d'autres pays et les gens, quoi. Donc, il y a une double enquête. Il y a voilà, la disparition de sa sœur et effectivement l'enquête qu'elle mène sur cet homme qui détourne des fonds. Elle va retrouver une petite partie de sa famille. On va suivre d'autres personnages qui ont gravité autour d'Isafold, qui était dans le même immeuble qu'elle et son compagnon. Il y a notamment une dame d'un certain âge qui abrite un immigré clandestin. Il y a un voisin un peu particulier qui a un toc, mais c'est-à-dire qu'il ne supporte pas d'avoir le moindre poil sur lui. Donc il se rase intégralement, mais au point que parfois il saigne tellement il se... Voilà. Donc c'est des gens qui ont gravité autour d'Isafold et qui l'ont plusieurs fois aidé, ils leur ont ouvert leur porte pour l'aider quand elle était battue. Et malheureusement, à chaque fois, elle retournait vers son compagnon. Donc on va suivre ces différents personnages. On va suivre, Aurora, qui n'aime pas ce pays, mais on sent quand même qu'elle y est attachée. Et puis, on verra des flashbacks, parce que le problème, c'est que Aurora est la plus jeune des deux sœurs, mais son père lui a toujours dit qu'elle était, et sa mère aussi, qu'elle était la plus forte des deux, et qu'en quelque sorte, elle devait protéger sa sœur aînée. Donc on voit aussi Aurora qui se souvient, bah oui, d'avoir protégé sa sœur. Alors il y a tout ce poids familial aussi sur les épaules, parce que voilà, on lui a mis ça sur le dos, mais bon, sa sœur est une adulte aussi, donc il y a un moment, voilà, elle en a un petit peu marre de voler toujours au secours de sa sœur, et en même temps, elle culpabilise de ne pas l'avoir fait assez. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour elle aussi. Et il y a ces personnages qui sont tous un petit peu, voilà, un peu, pas borderline, mais qui ont des difficultés dans la vie. Bon, il y a la dame qui abrite ce jeune immigré. En fait, elle le fait aussi parce qu'elle a perdu son fils alors qu'il était jeune. Donc voilà, elle reporte son affection sur ce jeune homme. Donc, c'est plein de personnages comme ça qui sont toujours très attachants. Et puis vous avez cette enquête et puis c'est cette atmosphère. Bon, bon, c'est un petit peu le côté un peu j'aime pas l'Islande. Moi, j'y suis allée en vacances, j'avais été enchantée. Après, c'est vrai qu'ils vivent toute l'année entre le froid et voilà, le manque de sommeil, c'est peut-être pas super génial. Mais voilà, bon, c'est vrai que Aurora est assez cassante sur son pays quand même. Mais en même temps, vous avez l'évocation, l'Islande, c'est une île qui est faite que de volcans, hein. C'est des volcans qui sont rentrés en éruption. Ils se sont durcis et voilà, en fait, quand vous êtes en Islande, vous marchez sur les restants de volcans, en fait, sur la lave. Donc c'est quand même assez particulier. C'est quand même dingue que des gens aient même réussi à s'installer et à vivre là-bas. Donc, pardon, vous avez cette évocation des grands champs de lave et tout. Enfin, voilà, voilà, moi j'aime bien ces atmosphères-là. Donc, et puis, je pense en toute logique, vu la fin, qu'il y aura une suite.
Alors, j'ai lu 2 romans comme ça, islandais, et en fait la fin est, disons qu'on n'a pas une résolution complète. Enfin, nous lecteurs, on sait, mais il y a des choses qui restent en suspens. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bon. Ça peut être un peu frustrant. En même temps, c'est bon là, je pense que ça va appeler à une suite, quoi. Il y a de grandes chances pour que voilà, pour que on retrouve l'héroïne Aurora dans une autre série. Ensuite, j'avais lu alors, c'est un suspense, un roman policier, qui m'a scotché. C'est Ego de Maxime Girardot. Enfin, Ego, c'est marqué en dessous, Libère-moi. Bon, je ne sais pas si vous voyez. C'est aux éditions Fayard Noir. Alors là, celui-là, c'est un superbe roman policier. Enfin, c'est pas un tome 2. On retrouve la même équipe de policiers. En fait, il a écrit un roman avant qui s'appelle Persona, que j'ai acheté parce que enfin, j'étais même pas à la moitié du livre. J'étais complètement prise dedans. Je me suis dit, ah non, si c'est pas possible, il faut que j'achète le premier, la première enquête. Même si on voit pas cette équipe de policiers tout de suite, il y a un des personnages qui est dans Persona qu'on retrouve dans Ego quasiment dès le début. Et je me suis dit, pourvu qu'il ne spoil pas trop, parce que je voulais lire le... Mais il n'y a pas de spoil, ouais, il y a des évocations, voilà, du tueur, des enquêteurs et tout, mais il y a pas vraiment de spoil. Et en fait, le début est déjà... Alors, le sujet principal, ça va être l'intelligence artificielle et les dérives de l'intelligence artificielle et ceux qui veulent s'emparer de l'intelligence artificielle parce que vous avez une infinité de possibilités avec ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu affolant quand on y pense. Et l'auteur a d'ailleurs travaillé là alors je vais vous dire exactement, c'est dans le milieu informatique, mais dans quelle spécialité, je ne sais plus. Donc voilà, il connaît son sujet et on le sent. Donc ça rend l'enquête encore plus prenante. En fait, au départ, on va... Et les premiers chapitres, enfin, moi, je me suis dit, c'est pas possible. J'étais scotchée, je dis, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Déjà, le premier démarre très fort. On suit un homme assez âgé. Bon, je vous dis pas ce qui se passe. Là, faut attention au spoil quand même. Sur ce roman-là, ce serait dommage. Parce que c'est vraiment un très très bon roman. Ensuite, on va suivre une jeune femme qui va aider une amie dont le fiancé a été enlevé. Ce fiancé a créé Ego, qui est une intelligence artificielle. Alors, il l'a créé avec un Russe qui se terre en Russie. Alors, il communique que par Internet. Donc, c'est très difficile. Donc, lui, le fiancé, voilà, il a disparu. Mais par contre, l'associé russe, impossible de le dénicher. Il est quelque part en Russie, mais où, voilà, ils travaillent, ils ont des collaborateurs, mais ils font tout par Internet. Et voilà, on n'arrive pas à remonter à personne, en fait. C'est très compliqué. Sauf que là, bon, bah, le fiancé, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas Martin, je sais plus. Lui par contre, il était voilà, physiquement présent en France et il disparaît lors d'un voyage aux États-Unis. Donc sa fiancée demande à une amie d'enquêter, voilà. Donc on va suivre plusieurs personnages. On va commencer par ces 2 personnages. Ensuite, on va rencontrer donc l'équipe de policiers qui apparaissait déjà dans le livre Persona. Dont l'enquêtrice enfin la chef d'équipe est une femme, la capitaine Milo. Alors, elle a voilà donc, 2 autres coéquipiers. Alors, en fait, tout s'imbrique. C'est voilà, je veux pas vous en dire trop parce que je voudrais vraiment pas vous gâcher la lecture parce que c'est vraiment un très bon roman. Ça pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de suspense. Il y a des choses à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Vous prenez une claque. Et les personnages sont... Moi, j'ai beaucoup aimé les personnages. Donc, notamment donc, cette équipe de policiers et leur ancien supérieur a démissionné de la police, mais on va quand même le retrouver. Et c'est un peu un policier à l'ancienne, un peu atypique. Et voilà, moi j'aime bien ce genre de personnage. Voilà, c'est vraiment... Et donc on va suivre après cette équipe de policiers. On va suivre en fait leur ancien chef. On va suivre aussi un jeune homme qui a quitté, je ne vous dis pas de bêtises, la Syrie, voilà,
qui est en situation plus ou moins légale, qui essaie de protéger ses sœurs avec qui il s'est enfui parce que son père a été arrêté en Syrie. Voilà, ils n'ont jamais eu de nouvelles de lui. Ouais. Voilà, donc on suit tous ces personnages. On se dit, mais voilà, alors, tic, 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 c'est disposé par touche. Et on se dit, mais qu'est-ce qui les relie et voilà, et à la fin, tout se relie et on comprend. Et c'est vrai que ben voilà, se pose la question de l'intelligence artificielle quand c'est utilisé à pour de mauvaises choses. Qu'est-ce que voilà, parce que ça intéresse de nombreux gouvernements évidemment. Surtout parce que ce qu'il a inventé, c'est ouais, voilà, c'est l'intelligence artificielle capable de vous répondre. Donc si vous vous connectez à elle, elle est capable de vous répondre. Donc c'est quand même, ça va très loin. Et puis euh, et puis ça pose aussi des questions de je voudrais pas spoiler le livre, c'est ça qui m'embête, mais euh, quel est le rapport d'un être humain vis-à-vis de l'intelligence artificielle? C'est-à-dire que voilà, n'importe quel individu, sans parler des gouvernements ou des groupuscules qui voudraient s'emparer de cette technologie, qu'est-ce qu'un être humain par rapport à une intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'il peut en attendre? Quelles conséquences ça peut avoir sur lui, sur sa vie, d'être en contact avec une intelligence artificielle? Et ça, on le voit aussi par le biais d'un des personnages. Donc c'était vraiment très intéressant. Ça fait 2 livres que je lis comme ça sur l'intelligence artificielle avec des traitements complètement différents, mais ça pose beaucoup d'interrogations. Et franchement, voilà, vous avez beaucoup de suspense, vous n'avez pas de temps mort, vous avez des personnages, voilà, vous suivez les personnages, après vous suivez un gros, voilà, et tout finit par s'imbriquer. Donc, enfin, je vous le conseille, c'est vraiment un très très bon roman policier. Là, j'ai vraiment pris une claque et je vous ai dit, j'ai déjà acheté le tome, enfin pas le tome, c'est pas, on peut les lire séparément, mais j'ai acheté Persona parce que sinon là, je suis obligée de lire le, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Alors après, dans un autre genre, hop, je vais vous montrer la photo aussi. C'était beaucoup de SP numérique ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci. Non, ça date du mois d'avril, mai, ouais, c'est lecture d'avril. Alors là, c'est L'horloge, Claire et notre voyage en train vers la mer de Belinda Bonazzi. Donc c'est en auto-édité. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme. Elle a en fait, le livre commence, elle se souvient, elle a un souvenir d'elle enfant où elle était avec son frère dans un garage et il y avait une horloge et elle a l'impression que cette horloge était annonciatrice du décès de son frère. Parce que c'est vrai que son frère décède 3 ans plus tard ou 1 an plus tard, je ne sais plus, dans un accident de moto. Elle a l'impression qu'elle aurait dû le voir venir. Enfin, elle culpabilise. Alors là, quand elle était enfant, quand c'est arrivé, en fait, là, quand on la retrouve dans le livre, elle a une petite trentaine d'années et on se rend compte que, en fait, elle n'a pas de vie. Elle est ouvreuse dans un théâtre, c'est-à-dire celle qui fait les entrées, qui fait les vestiaires, qui place les gens. Elle n'a pas d'amis, elle sort pas, elle n'a pas, voilà, pas d'histoire d'amour, pas d'enfant. Enfin voilà, et on se rend compte en fait qu'elle n'a pas fait son deuil, le deuil de ce frère. Après, elle raconte aussi l'histoire de sa famille parce que c'est une histoire un petit complexe, mais pas complexe dans le genre. Il y a des choses, comment dire, des choses noires ou voilà. Non, les liens familiaux sont au contraire très importants et là, pour le coup, très rassurants et plutôt, voilà, plutôt mis en avant. Et elle va faire enfin, une jeune femme va lui écrire, donc la fameuse Claire, disant qu'elle a connu son frère. Bon, je vous raconte pas les liens en fait qu'il y a entre les personnages. Donc elle va faire plus, et elle va se décider avec Claire qui est quelqu'un qui elle est pleine de vie, elle n'a peur de rien en fait, elle croque la vie à pleines dents, elle va pousser un petit peu la narratrice. D'ailleurs, la narratrice, on ne saura jamais son prénom. Je m'en étais pas rendu compte sur le coup, c'est après, c'est assez marrant. Donc elle va la pousser à aller faire un voyage dans le sud de la France où elle allait passer ses vacances d'été avec ses parents et son frère et où se trouve ce fameux garage et cette fameuse horloge. Donc durant son voyage, elle va rencontrer d'autres personnes et en fait c'est un roman qui est très doux. Moi je l'ai vécu un peu comme une parenthèse enchantée, c'est-à-dire je l'ai lu sur 2 jours et c'est 2 jours de douceur, d'une bulle.
Il y a de la magie par moment, et puis on voit la narratrice voilà, qui se remet à vivre enfin, qui vit, qui se lâche un petit peu, voilà, qui fait la fête, qui rencontre des gens. Il y a des moments où elle fait des rêves, on se dit c'est un peu bizarre, mais il y a de la magie en même temps dans le roman, donc c'est vraiment... voilà, c'est une bulle de douceur, c'est vraiment envie de quelque chose qui détend, voilà, qui fasse du bien, voilà, qui vous apporte de la douceur, de la magie et voilà, des bons moments. Je vous conseille voilà, L'Horloge Claire et notre voyage en train vers la mer. Le titre est un peu long, mais bon. Mais voilà, c'est un roman, franchement, un roman très, très doux. C'est pas du feel good, mais c'est voilà, parce qu'il y a une petite part de magie quand même dans tout ça. Il y a cette horloge ensuite un peu mystérieuse. Mais voilà, c'était vraiment, je vous dis, une parenthèse enchantée. Bon, je vais vous laisser là moi, pour le update lecture, parce que bon, j'aime bien limiter. En plus, avec le portable, c'est compliqué de dépasser la demi-heure. Donc voilà, bon, il m'en restera encore à vous, à vous, à chroniquer. Bon, après, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou Facebook, ou voilà, où vous retrouvez mes chroniques. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et puis, n'hésitez pas en commentaire si vous avez lu ces livres, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les romans évoqués, n'hésitez pas. Voilà. Il n'y a pas de souci, on peut échanger autour de ces livres. Voilà, je vais vous laisser pour cette fois. Je vous souhaite, comme d'habitude, de belles aventures livresques et je vous dis à bientôt. Bye bye!